Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va revenir sur les derniers matchs de l'équipe, mais aussi sur un petit peu faire un point sur l'infirmerie parce qu'il y a eu un petit peu de casse malheureusement sur le dernier match face à Charlotte et puis on va aussi, vu que la trade deadline est pour très très bientôt, faire un petit point un petit peu sur les quelques rumeurs à droite à gauche, essayer de démêler un peu le vrai du faux parce qu'il y a des rumeurs forcément qui circulent dans tous les sens et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc on va revenir sur ça. Donc vidéo assez longue et complète, on va revenir sur pas mal de choses. Et donc on avait laissé les Bulls sur deux défaites assez dégueulasses face à Indiana et Charlotte à l'extérieur. Et il restait ce déplacement à Orlando pour terminer le road trip et essayer de pas terminer sur un 0-3. Et on a signé à Orlando notre plus large victoire à l'extérieur de la saison. On s'est imposé de 19 points, 128-109. Et c'est aussi le match où on a mis le plus de points à l'extérieur cette saison. Hors le match à Cleveland où on en a mis 134, mais c'était en prolongation. Donc dans les stats, une belle réaction. Dans les faits, c'est pas franchement une victoire qui m'a rassuré plus que ça parce que en gros on a vraiment bénéficié d'une réussite absolument exceptionnelle et notamment de la part de notre trio principal et ça a masqué pas mal de lacunes défensives et j'ai trouvé que sur ce match-là on a été particulièrement peu inspiré défensivement, mais voilà l'adresse et l'énorme production offensive de nos trois principaux joueurs m'ont permis de combler ça, quoi. C'était un peu l'arbre qui cachait la forêt parce qu'au final Vucevic plus Zach LaVine plus DeRozan, ils ont cumulé 90 points à 33 sur 50 au shoot, donc c'est monstrueux. 10 sur 17 à 3 points. Genre DeRozan, il a fait 5 sur 5 à 3 points. C'est le genre de truc qui arrive une fois, quoi. Donc c'est des stats qui sont énormes, qui font plaisir, parce que voilà, tu sais que tu peux compter sur ton trio, mais en même temps, bah, tu sais que ça va pas arriver tous les soirs, hein. On va clairement pas tous les soirs shooter à 59% comme on l'a fait sur ce match-là. On va pas shooter à 45, pratiquement 46% à 3 points non plus. Euh, donc voilà, c'est pas des choses sur lesquelles tu peux te baser sur la durée, quoi. Voilà, ce soir-là, ça a été extraordinaire, mais c'est clairement pas quelque chose qui peut arriver tous les soirs. Et en plus, voilà, malgré cette énorme réussite donc de notre trio principal, mais il y a aussi eu d'autres bonnes performances à côté, genre Patrick Williams qui a fait un bon match, euh, Dragic qui revenait il avait manqué les trois matchs précédents parce qu'il était malade. Là, il est revenu, il a fait des minutes intéressantes, j'ai trouvé, il a donné de bonnes passes sur les pick and roll, etc. Et malgré tout ça, euh, tu es encore à seulement 5 points d'avance à un peu moins de 5 minutes de la fin. Donc bah, tu te fais un peu peur parce que voilà, à force d'être beaucoup trop permissif défensivement, à laisser les mecs driver au cercle sans aller les gêner, ou quand tu vas les gêner, tu fais des fautes, euh, tu te fais peur tout seul, quoi. Et c'est ce qu'on a fait dans ce match. On les a totalement relancés à force de laisser les drives, à force de laisser des lancers francs. Moritz Wagner, il met 27 points en sortie de banc en enchaînant les lancers francs. Cole Anthony met 21 points en sortie de banc. Euh, D'ailleurs, le banc du Magic a inscrit 68 points sur ce match-là. Donc, eux, c'était. Autant nous, voilà, notre trio principal a fait la diff. Eux, c'est vraiment leur banc qui les a maintenus dans le match. Et encore une fois, à coup d'attaque du cercle, sans relâche, sans relâche, sans relâche. Et nous, bah, on n'a jamais vraiment réussi à les, à les bloquer, quoi. Il y avait pas d'aide, il y avait trop d'espace concédé. Et puis voilà, on faisait des fautes quand on venait se rapprocher. Euh, Heureusement, ils ont loupé pas mal de lancers francs, et notamment Jalen Suggs à la fin qui en a loupé deux à un moment crucial, qui aurait pu leur permettre de revenir vraiment, vraiment dans ce match-là et s'offrir une chance de l'emporter. Mais voilà, on s'est fait peur et ouais, au final, on a mis plusieurs 3 points en fin de match pour creuser l'écart et ça fait qu'on a gagné 19 points. Mais dans les faits, on s'est vraiment fait peur et il a fallu vraiment signer 3-4 dernières minutes de grosse, grosse qualité pour vraiment faire la différence et enfin se débarrasser d'une équipe d'Orlando qui était très accrocheuse et
qui nous a donné pas mal de fil à retordre. Donc c'est bien d'éviter de prendre 0-3 sur le road trip. On va chercher cette victoire qui, pour l'anecdote, est la 100e de Billy Donovan chez les Bulls. Donc voilà, c'est pas fou, mais voilà, on allait chercher cette victoire et il a vraiment fallu de gros cartons offensifs et une énorme adresse pour cacher une défense qui était parfois extrêmement laborieuse. Donc voilà, on va dire qu'on retient le score, la victoire, mais dans les faits, c'était pas fameux. Et donc ensuite, on retournait à Chicago pour débuter un homestand de 4 matchs où on avait les Clippers, Charlotte, puis Portland et San Antonio qui arrivent aussi. Et donc les Clippers, ce match-là a été super frustrant, parce qu'encore une fois, on a été capable de se créer une super avance en jouant superbement bien le premier quart et la moitié du deuxième quart. On a été très bon. On faisait superbement bien circuler la balle, on trouvait des shoots ouverts, on avait de l'adresse extérieure, on était là sur les rebonds. Défensivement, on a fait un taf correct. On mène de 19 points à peu près milieu du deuxième quart-temps. Et d'un coup, plus rien. Et d'un coup, on arrête d'attaquer le cercle, de bénéficier des espaces qu'ils étaient capables de se créer. On fait plus circuler la balle, on force nos shoots, on part dans de l'isolation complètement inutile, avec Zach LaVine qui attaque le cercle et à chaque fois bah, ça mène à rien. T'as l'impression que c'est voué à l'échec avant même qu'il commence à driver. Euh, et derrière, tu te fais allumer avec les Clippers qui mettent Zubac sur le terrain et pratiquement à lui tout seul, il relance le match avec des rebonds offensifs, avec des dunks, avec des claquettes. De l'autre côté, il place 2-3 contre, il joue physique, il gêne les drives. Mais enfin, c'était le point d'ancrage aussi de leur défense qui était beaucoup plus resserrée, qui a fait en sorte qu'on n'ait plus vraiment d'espace à exploiter pour aller au cercle. Et donc nous, on a un peu foncé dans le tas, notamment Zach LaVine à ce moment-là du match. Et derrière, voilà, Zubac de l'autre côté, voilà, des claquettes, des rebonds, il nous a mis une misère. Norman Powell aussi, qui sort du banc et qui enchaîne les drives et les gros shoots. On menait de 19 points. Et les Clippers ont signé un 23-4 pour égaliser à 50-50. Alors qu'on était encore dans le deuxième quart-temps. Donc on avait 19 points d'avance. Et en l'espace de 3-4 minutes, disparu. Et tu te dis, c'est pas croyable quoi. Et derrière, on arrive encore on mène de 4 points à la pause, mais tu te dis, on a un peu perdu tous nos moyens et tout notre momentum parce qu'on s'était superbement créé cette avance. Et en un rien de temps, on l'a perdu et derrière, bah voilà, on a forcé beaucoup de choses. Et la deuxième mi-temps, c'est ça aussi. On a énormément de balles perdues où on bute sur la défense adverse. DeRozan a été très moyen sur ce match-là, avec 8 ballons perdus, ce qui est son record en carrière, je crois. On a perdu 20 ballons sur ce match, 14 du duo DeRozan-Zach LaVine, qui a souvent foncé dans le tas et qui se heurtait à la défense des Clippers où voilà, ils mettaient 3 gars devant eux et voilà, ils bouchaient le passage et derrière tu essayais de faire des passes mais ça partait en tribune, tu essayais de foncer dans le tas mais tu perdais le ballon, tu te faisais bousculer physiquement, donc ça a été extrêmement difficile pour se remettre dans ce match-là avec encore une fois Norman Powell en face qui nous a cartonné. Il a fait 10 sur 10 au lancer franc, il a multiplié les drives, il a mis quelques paniers à 3 points, on n'a jamais su comment l'arrêter. Donc voilà, les Clippers se sont totalement relancés et même si on menait encore d'1 point après 3 quarts temps, tu sentais que c'était de plus en plus laborieux et que voilà, il suffisait de pas grand-chose pour que ça penche du côté des Clippers. On a tenté au début du quatrième quart-temps de mettre André Drummond pour enfin essayer de gêner un peu Zubac, parce que jusqu'ici il nous a torpillé et nous on continuait de jouer en small ball. Donc ça c'était un peu casse-couille. Et en plus, voilà, Drummond a fait un bon taf. Il a provoqué 2 fautes de Zubac en l'espace de 2 minutes. Il a pris des rebonds. Il a essayé de mettre quelques lancers francs.
Donc voilà, ça a fait du bien et ça nous a un petit peu relancé avec DeRozan qui a aussi, après quelques possessions où il a perdu quelques ballons, il s'est mis à enchaîner les bonnes actions. Il a mis quelques paniers, il a attaqué le cercle, il a provoqué des lancers. Il nous ramène à un point et derrière, c'est vraiment frustrant parce que on est, on est vraiment pas loin et Zach LaVine obtient 3 lancers francs avec la possibilité de nous mettre devant à 1 minute de la fin. Il loupe les 2 premiers, il met que le dernier et on se retrouve à moins 1. Et tu te dis, on a vraiment gâché une occasion en or. Derrière, DeRozan perd un ballon, Powell met 2 lancers francs et, euh, et les Clippers prennent 3 points d'avance. Il nous reste 10 secondes. On a la dernière possession. Et là encore, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois cette saison, on foire totalement la remise en jeu. C'est hallucinant à chaque fois cette incapacité de remettre une balle en jeu alors que tu viens de prendre un temps mort, tu dessines un plan de jeu et tu n'es pas capable de l'exécuter. Combien de fois c'est arrivé cette saison? Et là sur les derniers matchs, il y avait le match à Indiana aussi où c'était totalement ridicule. Et là encore une fois, Caruso, il attend, personne ne bouge, enfin voilà, et les Clippers sont superbement bien défendus, il faut dire aussi. Mais on n'a pas su contrecarrer ça, voilà, les Clippers, il a suffi qu'ils fassent des switches. Je crois que c'est Batum qui switch sur la vigne, et du coup, ben, il est pas joignable, alors que la balle était censée lui arriver. Et on met trop de temps à trouver une solution, donc Caruso, pour éviter d'avoir les arbitres qui sifflent 5 secondes, bah, il envoie la balle et on perd elle se fait intercepter et derrière les Clippers vont conclure l'affaire au lancer franc. Euh, et c'est comme ça que, alors que tu as shooté à plus de 49% au shoot, 50% à 3 points, alors que les Clippers ont shooté à moins de 40% au shoot et 27% à 3 points, et ben c'est eux qui gagnent. Alors que pourtant Batum il en a loupé une chier de 3 points ouverts. Kennard il a fait 0 sur 5 à 3 points. Des shoots ouverts. Ils auraient dû gagner de 10-15 points tranquillement les Clippers sur ce match-là, bien avant qu'on ait cette fin de match avec cette possession totalement loupée. Honnêtement, on aurait pu et dû logiquement perdre ce match avant ça. Si les Clippers avaient eu un minimum d'adresse, parce qu'on leur a concédé des tirs ouverts, mais hallucinant, et ils en ont pas profité, quoi. Enfin, ils n'en ont pas profité pour se mettre à l'abri avant, quoi. Et c'est vrai, c'est vraiment dommage parce que la défense qu'on a pratiquée sur ce match-là était quand même bien meilleure que celle qu'on avait à Orlando 2-3 jours avant. Beaucoup plus d'efforts sur les replis défensifs, on a mieux contesté au cercle, on a mieux gêné les drives que sur le match à Orlando. Mais là aussi, les Clippers ont été au-dessus. Ils ont été excellents, excellents défensivement, notamment en deuxième mi-temps. Ils ont laissé aucun espace et ils nous ont forcé à prendre des tirs difficiles, à déjouer. On était moins capable de mettre en place la circulation de balles qui nous avait permis de prendre 19 points d'avance dans le deuxième quart-temps. Et puis voilà, la défense sur la dernière possession aussi, c'était extrêmement difficile pour nous de s'en sortir. Donc ça reste frustrant. Et puis voilà, c'est pas la meilleure manière de débuter le homestand de 4 matchs. Et puis derrière, tu as les Hornets qui se pointent. Sachant qu'ils nous avaient battus la semaine d'avant, tu te dis, va falloir réagir, mais montrer autre chose. Et avant le match contre Charlotte, dans l'après-midi du match, Ayo Dosunmu, il, il décide de prendre son téléphone et d'envoyer un message sur le groupe chat de l'équipe en disant bon les gars, on peut plus se permettre de perdre des matchs comme on l'a fait dernièrement face à ces équipes de bas de tableau. Là ce soir il faut qu'on donne tout. Et il a joint le geste à la parole parce qu'il a débuté le match en feu. Ayo Dosunmu, il a multiplié les drives, il a attaqué le cercle sans relâche, que ce soit sur transition comme il le fait d'habitude, mais aussi sur jeu placé où parfois c'est un peu moins évident pour lui. Et là, d'entrée de match, il a mis 10 des 17 ou 19 premiers points de l'équipe. Attaque du cercle, attaque du cercle, attaque du cercle, finition en lay-up. Il a été excellent et il a vraiment imposé le tempo de ce match-là. Et derrière, Chicago a un peu pris le contrôle de ce match et n'a jamais vraiment regardé dans le rétro. Charlotte a rarement été capable de revenir dans ce match et se montrer dangereux au point d'inquiéter les Bulls. Et un des gros ajustements qu'on a fait par rapport
au match où on les avait affrontés la semaine dernière chez eux, c'est que Drummond est revenu, première rotation, et là tout de suite, tu vois une diff, parce qu'il a été absolument monstrueux sur ce match. Il a été excellent, avec sous les deux cercles, il a arraché des gros rebonds qui ont fait du bien. Il a obtenu des secondes chances, il a claqué des dunks, il a mis des petits hooks main gauche, etc. Euh, Tu sentais que il avait besoin de se libérer. Le fait de retourner sur le parquet, il était tellement content de ça que voilà, il s'est vraiment donné à fond. Il a pris une faute technique pour pas grand chose en plus. Mais tu vois, c'est limite, voilà, il fallait que ça sorte, quoi. Il fallait qu'il extériorise parce il avait très très peu joué dernièrement. Je crois qu'il avait enchaîné 8 matchs de suite en restant collé sur le banc. Dont le match à Paris, on en avait parlé. C'était le seul joueur qui n'avait pas joué. Et là, c'était ça y est, je peux retourner sur le parquet, boum, je me libère, je me lâche, quoi. Et il a fait un énorme taf, quoi. Et c'était. Il a même signé une ligne de stats qui était plus vue depuis la fin des années 70. Il a fait euh, 15 points, 11 rebonds en 15 minutes. Il faut remonter à la saison 78-79, il me semble, pour voir trace d'un double-double comme ça, avec 15 points et 10 rebonds en 15 minutes, ou moins, parce qu'il a joué genre 14 minutes, 40 secondes, un truc comme ça. Et c'était Daryl Dawkins dans la saison 78-79. Donc une stat un petit peu hors du commun, un peu. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est sa réaction après le match en disant, voilà, dernièrement je jouais pas beaucoup, mais j'ai essayé de rester un bon coéquipier pour le reste de l'équipe. J'ai pas foutu la merde. Voilà, j'attendais mon opportunité et puis je me suis tenu prêt. Et quand elle est venue, bah voilà, j'ai sorti un gros match et voilà, je me suis juste tenu prêt pour quand on m'appelait et voilà, c'est très très appréciable de sa part. C'est comme ça que tu montres l'exemple, que tu agis en leader, parce que mine de rien, même s'il a que 28 ans, c'est un des plus anciens de l'effectif en termes d'âge. Donc voilà, pour des gars comme Ayo Dosunmu, des Kobe White, des Patrick Williams, des Dalen Terry, etc., c'est bien de voir que voilà, un mec qui a quand même été 2 fois All-Star, qui a un statut de remplaçant alors qu'il a même pas 30 ans, bah voilà, même si bah, forcément ça lui fait pas plaisir de pas jouer, mais voilà, il fout pas la merde dans le vestiaire, il est pas voilà, à, à casser les couilles. Et voilà, en termes d'attitude, il était très très bon et ça m'a beaucoup plu. Et autre chose qui m'a beaucoup plu dans ce match-là, c'est la capacité de cette équipe, enfin, en tout cas sur ce match-là, parce que ça n'a pas été le cas tout le temps, mais sur ce match-là, c'était vraiment flagrant et ça a fait bien plaisir. C'est que même avec des matchs en demi-teinte de DeRozan et de Zach LaVine, bon, on était capable de jouer un bon basket et de gagner ce match-là. Et tout le monde a eu l'opportunité de produire et de sortir un gros match. Parce que bon, voilà, Zach LaVine il termine avec 10 points à 3 sur 8 au shoot. Il a pris que 8 shoots sur ce match-là. DeRozan il fait 4 sur 12 au shoot. Donc voilà, c'était pas fameux en termes d'adresse. Il y a eu pas mal de ballons perdus encore. Mais voilà, comme on l'a dit, Ayo a été excellent avec ses drives tout au long de la soirée. Il a fini avec 22 points à 9 sur 10 au shoot. Il est meilleur marqueur du match pour les Bulls. C'est la première fois de sa carrière qu'il est meilleur marqueur de l'équipe. Euh, Vucevic a encore été excellent. Il a encore flirté avec le triple-double avec 17 points, 12 rebonds, 6 passes décisives, 7 sur 14 au shoot. Drummond, on en a parlé. Kobe White a été excellent en sortie de banc. Il a mis 20 points avec 7 sur 13 au shoot. Donc il a été lui aussi très très bon. Euh, et en plus, voilà, il a été actif défensivement. Il a été présent sur quelques bons rebonds aussi. Dragic a signé quelques bonnes passes à la main sur des drive and kick ou sur des pick and roll où il a offert un énorme dunk à Drummond normal, notamment. Derrick Jones Jr., on l'a très peu vu, mais voilà, il a fait une belle claquette dunk donc, qui a réveillé le United Center dans le quatrième quart-temps. Donc voilà, un petit peu tout le monde a participé et c'est grâce à ça qu'on a été capable de gagner ce match. Mais voilà, c'était agréable de voir que tout le monde pouvait produire. Quand tu te dis, bon, ok, Demar, il est un peu dans un soir compliqué. Zach LaVine, c'est pas la folie. Bon, bah voilà, on va step up, on va faire le boulot. Et voilà, Kobe, Drummond, Vooch, Ayo ont vraiment été excellents sur ce match-là pour combler le fait que les leaders étaient un petit peu dans une soirée un peu plus compliquée. Mais la défense aussi a également été très 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 solide, surtout en deuxième mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, tu concédais un petit peu des drives, c'était un petit peu laborieux par moment. Mais la deuxième mi-temps, on a vraiment, vraiment été solide. On a été beaucoup moins permissif sur les attaques du cercle adverse.
on a fait beaucoup plus de contests, on était là pour faire les aides, pour faire les close-out. Donc c'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Et donc voilà, ça a permis de gagner ce match-là. Euh, il y avait besoin impératif de gagner ce match-là. Et voilà, on a été devant tout le long du match. Et même si Charlotte revenait parfois à 6, 5, 6, 7 points, à aucun moment tu t'es dit, ils vont vraiment nous la faire à l'envers et tout, on va craquer. Parce que non, on affichait une sérénité, on était là, on était présent. Donc, et à la fin, c'est Charlotte qui a craqué avec la Melo Ball qui a pris 2 fautes techniques dans la dernière minute et qui s'est fait expulser. Et donc voilà, on a su mieux gérer la fin de match et c'était quand même plus agréable, quoi. Donc voilà, c'était agréable de voir Ayo avant le match faire ce qu'il a fait, agir en leader comme ça, et derrière prendre ses responsabilités et sortir le match qu'il a fait. Et il y a un autre truc qui est arrivé avant le match et qui était extrêmement sympa, c'est la nomination de DeMar DeRozan pour le All-Star Game en tant que remplaçant. C'est sa 6e sélection en carrière, la 2e en 2 ans chez les Bulls. Et c'était marrant aussi de voir comment ils lui ont annoncé, parce que pendant l'échauffement, Dalen Terry s'est pointé à côté de lui en lui disant hey mec, ça y est, t'es All-Star et tout. Il le chambrait un peu en lui disant voilà, moi je vais te dépasser, je serai 7 fois All-Star dans ma carrière et tout. Donc c'était marrant. Tu vois, Dalen Terry c'est un peu l'animateur et c'était marrant de voir cette séquence où tu vois, il va un peu lui annoncer le truc de manière un peu détendue et voilà, c'était plutôt fun et plutôt cool. Même si Terry, bah voilà, il enchaîne. Oh, on l'a envoyé Angélique. Oh, on l'a ramené dans le roster principal. Oh, on l'a renvoyé Angélique. Oh, on l'a ramené dans le roster principal. Donc voilà, il joue toujours aussi peu. Même si là, il a joué cette nuit avec la G-League. Tout comme Simonovic, Carling Jones Jr., etc. et Malcolm Hill. Mais voilà, au moins il garde le moral et il est un petit peu agitateur dans le vestiaire. Après, pour revenir sur DeRozan, même si les deux derniers matchs étaient un peu laborieux en termes d'adresse, beaucoup de ballons perdus aussi, ma foi, il est quand même sur une saison à 26 points de moyenne, 51% au shoot, pratiquement 5 rebonds, 5 passes décisives, une interception. Donc voilà, le bilan d'équipe, on est à 24-27 et pas fameux, on est 10e de l'Est. Mais sur le plan individuel, bah, il y a quand même peu de choses à lui reprocher, hein. Il est toujours aussi adroit, il est toujours aussi clutch, il est régulier, c'est du démarre dans le texte avec ses shoots dans tous les sens, ses feintes, ses lancers francs, etc. Donc voilà, on peut voilà, dire voilà, il y a des mecs comme Trae Young ou James Harden qui ont pas été retenus. Euh, bon, mais voilà, DeRozan, tu peux pas grand chose à lui reprocher pour dire bah il méritait pas d'être là, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est une nouvelle quand même sympa de voir DeRozan au All-Star Game. Il y a eu des nouvelles un peu moins sympas dans ce match-là quand même sur ce match contre Charlotte. C'est que l'infirmerie bah, du coup été bien remplie. Euh, Vucevic a pris un coup en fin de match sur une cuisse, une lutte au rebond où il se percute avec DeRozan et après il reste au sol. Mais c'est plus un coup qu'autre chose et bon voilà il aura juste peut-être un petit hématome mais rien de méchant parce qu'après en plus voilà on a pris un temps mort et il est revenu jouer, il a joué la fin de match donc ça semble aller, il n'y a pas de gros soucis. Là où c'est un peu plus laborieux et on n'a pas vraiment eu d'infos en plus depuis, en tout cas au moment où je fais cette vidéo il n'y a pas eu plus d'infos que ça, c'est Caruso qui n'a pas joué la deuxième mi-temps, il a joué que la première mi-temps et il a eu une blessure au pied droit. Donc va falloir surveiller ça parce qu'on sait qu'avec Caruso il y a toujours voilà, des petites blessures à droite à gauche qui lui font manquer 3 matchs par-ci, 4 matchs par-là. Donc c'est toujours un petit peu compliqué, il faut toujours surveiller parce que voilà, avec son jeu à risque où il se jette à droite à gauche, il se jette au sol récupérer des balles, il va lutter au rebond, il prend des coups, etc. Donc là, d'ailleurs, juste avant qu'il se blesse, il y a un moment où il monte chercher un rebond par-dessus un joueur de Charlotte et il obtient 2 lancers francs, il va chercher un rebond offensif. Tu te dis, mais voilà, c'est une action typique de Caruso, mais tu sais qu'au bout d'un moment, bah, ça casse quoi. Donc son jeu est tellement à risque que bah, voilà, il y a toujours des petits soucis à droite à gauche, donc il faudra surveiller ça. Patrick Williams s'est tordu assez salement la cheville droite et dans le quatrième quart-temps, il est sorti, il est allé au vestiaire, il est revenu sur le banc et il s'est montré un petit peu rassurant en interview après match en disant que bon, s'il avait fallu, genre que le match était ultra serré et qu'il avait fallu qu'il retourne sur le parquet, il aurait pu le faire, mais bon,
il avait pas l'air plus inquiet que ça. Il disait voilà, j'ai eu des blessures plus compliquées à gérer dans ma carrière. Je pense que, enfin lui en tout cas expliquait que ça allait et que voilà, c'était pas quelque chose de trop grave quoi. On va voir, hein, parce qu'après voilà, faut voir ce que les médecins eux en pensent et s'il y a matière à jouer la carte de la prudence et peut-être le faire manquer un match ou deux. Mais bon, là, on n'a pas vraiment eu d'infos dernièrement. Et puis un autre où on n'a eu absolument aucune info depuis un moment, c'est Javonte Green, parce que bah, ça fait pratiquement 3 semaines maintenant qu'il s'est fait opérer de son genou. Ils avaient dit qu'il ferait un point après à peu près 2 semaines. Bon, bah là, ça fait quasi 3 semaines et on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Est-ce qu'il peut reprendre les entraînements? Combien de temps ça va prendre pour qu'il on sait pas. On sait toujours pas. Donc voilà, c'est un petit peu emmerdant. On le sait, hein, la communication des Bulls sur les blessures, c'est toujours aussi, aussi laborieux, c'est toujours autant la merde. Donc bah, on avait juste à guetter des nouvelles, mais c'est vrai que c'est pas ultra rassurant. Donc on va voir pour Caruso, pour Patrick Williams, pour Javonte Green, comment ça va se dérouler. Vu que là, ce soir, on joue Portland, il y aura sûrement des infos dans l'après-midi et en avant-match de la part de Billy Donovan, mais en attendant, bah, voilà, on peut que spéculer. Et parlant de spéculation, Transition Man, la trade deadline qui approche, hein, puisque ce sera jeudi, et bah, en attendant, il y a 50 rumeurs dans tous les sens, et des spéculations dans tous les sens. Caruso, euh, qui, à qui on a demandé avant le match ce que lui en pensait. Il disait qu'il s'attendait à rester là et qu'il ne s'attendait pas à être tradé. Lui, il était confiant sur le fait qu'il allait rester là. Drummond, il y a toujours des rumeurs à droite à gauche. Et comme il jouait pas, il y avait toujours l'idée de se dire bah, est-ce qu'il le garde sur le banc pour pas qu'il soit blessé, pour pouvoir l'inclure dans un trade. Enfin, il y a plein de rumeurs à la con comme ça. Kobe White, de toute façon, quoi qu'il fasse, il y a la moitié de la Bulls Nation qui veut qu'il parte. Vucevic, parce que voilà, son contrat est expirant, donc il est toujours annoncé dans quelques rumeurs à droite à gauche. Zach LaVine aussi. Après, le truc de Zach LaVine, c'est toujours la même chose. Et on l'a dit du moment où, il y a à peu près un an de ça maintenant, il avait signé avec Clutch Sport. C'est leur manière de faire. Ils vont toujours essayer de dire voilà, il n'est pas content là où il va être inclus dans des trades, il faut qu'il aille à Los Angeles, etc. Il y a des rumeurs comme quoi il va aller aux Lakers. On sait que Clutch Sport marche comme ça. En plus, c'est aussi eux qui gèrent LeBron James. Donc voilà, LeBron James, Zach LaVine à Los Angeles, blablabla. C'est des rumeurs, c'est toujours compliqué de déceler le vrai du faux. Je pense qu'il va pas se passer grand chose, même si il devait se passer quelque chose, j'aimerais qu'on aille chercher un véritable meneur de jeu pour finir la saison. Parce que, bah voilà, Ayo a toujours autant de difficultés, Caruso aussi, on sait que c'est pas des vrais meneurs, ils dépannent comme ils peuvent, ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà, il y a trop de limites. Lonzo Ball, je pense pas qu'on le reverra de la saison. Donc si on part dans cette optique-là, essayer de récupérer un meneur, sacrifier un des arrières qu'on a. Si Terry, on veut vraiment pas le faire jouer à un moment, voilà. Ou Kobe White parce il est en contrat expirant, même si bah, il fait une super saison, probablement la meilleure, il est probablement sur la meilleure série de sa carrière actuellement, surtout par rapport à ses progrès défensifs. Mais voilà, ou je sais pas, Derrick Jones Jr., j'en sais rien. Mais enfin, s'il faut récupérer un meneur, je pense que c'est plus un arrière qu'il faut sacrifier parce on en a déjà toute une chier. Mais ouais, si on pouvait récupérer un meneur, après j'ai pas de nom précis à donner, mais essayons de chercher un meneur pour finir la saison, quoi. Parce que si on veut en tout cas se montrer ambitieux et essayer d'aller de grimper au classement, essayer d'aller au play-in pourquoi pas, parce que c'est toujours pareil, essayer de choper la 6ème place par exemple, parce qu'elle est pas inatteignable, hein. Je crois qu'il y a 5, j'ai pas le classement sous les yeux, mais on est peut-être à 5 victoires de la 6ème place. Il reste encore une trentaine de matchs, donc ça reste largement jouable, même si évidemment il faut être plus régulier que ce qu'on a montré jusqu'ici, mais voilà, peut-être qu'avec un petit coup de pouce, avec quelqu'un vraiment capable de gérer la main. Mais ben voilà, là encore c'est de la spéculation, j'en ai aucune idée, on sait absolument pas ce qui va se passer, parce que t'as plein d'insiders qui disent que Caruso devrait pas bouger, et puis t'as des types qui sont très très loin d'être des insiders
et c'est encore un peu toujours les mêmes, hein, Jake L. Fisher, etc., qui te disent ouais, bah, Caruso il pourrait partir au Knicks contre deux pics de draft et Obi Toppin. Après, c'est vrai que deux pics de premier tour, ça, faut voir. Faut voir. Sachant qu'on n'a pas de pics cette année au premier tour, si tu arrives à en récupérer deux de la part des Knicks, même si c'est des pics qui seront bah, peut-être entre 15 et 20, 15-22 à peu près, ça reste des pics. Mais bon, encore une fois, c'est toujours pareil. Notre pic 18 de l'an dernier, on le fait pas jouer. Donc, c'est toujours une question de savoir ce que tu en fais après de ces pics-là. Donc, voilà, il y a beaucoup de rumeurs, d'infos contraires. Et ça va être comme ça jusqu'à jeudi. Donc, ça va être le gros dossier à surveiller dans les prochains jours. En plus, là, des matchs. On reçoit Portland ce soir. Il y a les quelques blessures à surveiller. On a San Antonio, c'est lundi. Lundi. Derrière, on retourne à l'extérieur. Je sais plus contre qui. Enfin, bref. Là, on a encore quelques matchs avant la deadline de jeudi soir. Va falloir surveiller ça, essayer de démêler le vrai du faux. Mais je pense que là, en l'état actuel, c'est pas maintenant que ça va bouger. Parce qu'en plus, on le voit dans les autres équipes, il se passe pas grand chose. Il y avait des general managers qui disaient que beaucoup d'équipes voulaient vendre, mais peu d'équipes voulaient acheter. Donc, du coup, bah, ça bloque un peu le marché. Et je pense qu'il y aura plus de mouvements, en tout cas du côté des Bulls, cet été. Bah, de toute façon, oui, parce que Kobe, Ayo, Vooch, Javonte Green sont tous en fin de contrat, donc il va falloir voir ce qu'on fait de tous ces joueurs-là. Mais là, d'ici jeudi, du côté des Bulls, je pense pas qu'il se passe grand-chose. Et s'il se passe quelque chose, ce sera pas un énorme truc. Donc, on va voir. On sait pas, hein, ça se trouve, la prochaine vidéo que je fais, on va dire, ah bah tiens, on a tradé des Rosanne quelque part. On sait rien, on sait pas. Mais donc on va surveiller ça tous ensemble et puis on va se retrouver très très bientôt. Je pense pas après. On va laisser passer les matchs de Portland et de San Antonio, finir le homestand et voir ce que ça donne. Et puis à moins qu'il y ait une énorme wash bomb et où on a tradé Zach Lavine ou quoi. Mais enfin bon, j'y crois pas trop. Mais sinon, on se retrouve après les deux matchs face à Portland et San Antonio et on fait un point à ce moment-là. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao.